Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro. Un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste, consultante et cofondatrice de VetoJob. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute. Alors, bonjour à tous et bonjour à toutes. Aujourd'hui, sur Veto Micro, j'accueille Marine Slove. Bonjour Marine. Salut Sophie. Alors Marine, par où commencer? Alors, tu es vétérinaire, diplômée d'Alfort en 2011. Alors, tu m'as dit d'aller chercher ta bio sur LinkedIn et on comprend plutôt rapidement qu'il y a un chevauchement, on va dire, des dates et qu'on est vraiment sur du dédoublement de casquettes. Alors, je vous préviens, chers auditeurs, accrochez-vous. Alors, tu travailles pendant 4 ans en tant que praticienne avant de gérer le marketing et la communication chez Equisense, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un objet connecté pour chevaux. Alors, cette période-là dure à peu près 3 ans, je pense, et tu fais aussi du contrôle antidopage pendant ce temps-là. Ensuite, tu transites chez Visium, qui fait partie du groupe Neovia, où tu travailles en tant que vétérinaire nutritionniste, un rôle que tu endosses également par la suite chez ADM, un autre groupe agroalimentaire. Et pendant tout ce temps-là, tu gères VetoJob, le job board dédié au recrutement des vétérinaires ASV que tu as cofondé en 2014. Aujourd'hui, tu es rédactrice en chef de Thémavet et tu continues à faire du conseil en nutrition. Est-ce que vous suivez toujours? Marine, tu suis? Oui, je suis. Alors Marine, tu es aussi femme d'un mari vétérinaire mixte en Champagne et maman de 2 enfants nés à 23 mois d'écart parce que tu aimes les challenges. Tu es passionnée de déco et de brocante et bien évidemment de podcast. Un rien t'anime et ça, c'est peut-être lié à tes zébrures, mais ça, chut, il ne faut pas le dire. C'était un chouette résumé. Un chouette résumé, ok. Bon, je me suis pas trop emmêlé les pinceaux, c'était pas évident. Il y a des trucs qu'on va peut-être reprendre parce que ça se chevauche tellement que c'est compliqué à comprendre, mais oui, c'était une bonne entrée en matière. Bon, super. En tout cas, je pense que déjà, je suis ravie de t'interviewer sur notre podcast. Bah oui, carrément. C'est bizarre de passer de l'autre côté du micro, mais c'est cool. Bon, tant mieux. On va essayer de faire durer l'expérience. Alors, je pense que on pourrait partir dans tous les sens et durer des heures. Comme je te l'ai dit hors ligne, j'ai un rendez-vous à 11h, donc on a 1h45 max. On va essayer de respecter. On va essayer de respecter là quand même. Alors moi, je te propose de commencer par le commencement et de voir où ça nous mène. Est-ce que ça te va? Ça me va très bien. Alors, ma question, que tu connais, parce que je pense que tu écoutes mes podcasts. Pourquoi vétérinaire? Je vais pas être très originale là-dessus. Moi, j'ai toujours voulu être vétérinaire du plus loin que je me souvienne, et d'ailleurs même pas vétérinaire, mais vétérinaire équin. J'avais fait, comme beaucoup de confrères et de consoeurs, j'avais fait même mon stage de 3e chez un véto équin, qui m'avait dit que c'était pas un métier de femme d'ailleurs, mais ça m'avait pas vraiment découragée. Donc voilà. Et puis il y a peut-être un peu en terminale quand il y a eu vraiment un peu la question du choix où j'ai essayé de remettre un peu les choses en perspective. J'ai hésité avec du droit, mais pas très longtemps. Et si ce qui est amusant, c'est que je me souviens que ma prof de maths, j'étais pas très forte en maths, très abstraite, et j'étais au lycée Henri IV, donc le niveau de maths en terminale était très au-dessus de
voilà, de ce que j'étais capable de faire. Et ma prof de maths avait dit à ma mère que ça allait être un peu short pour veto. Du coup, ça a dû la stresser un peu. Elle m'a emmenée faire un test d'orientation. Et lors de ce test d'orientation, la psychologue a dit non, mais il y a aucun problème pour faire veto. De toute façon, elle n'en démord pas, donc il faut qu'elle fasse ça. Et il y aura pas de souci. Mais si j'avais pas eu ça en main, j'aurais dit qu'il fallait qu'elle fasse une Hippocagne BL. Là, c'est l'Hippocagne qui a des mathématiques et qu'elle travaille dans l'édition. Et ce qui est très drôle, c'est que je suis aujourd'hui, l'intitulé de mon poste, c'est éditrice. Et je suis retombée sur cette analyse en faisant du rangement quand j'ai déménagé, et je me suis dit que cette femme avait été super visionnaire. Voilà. Incroyable. Et comme quoi, les tests d'orientation, c'est pas du pipeau. Ouais, non. Et d'ailleurs, en le relisant, c'est vraiment impressionnant. Très impressionnant ce qu'elle a écrit. Maintenant que j'ai une meilleure connaissance de moi-même et de mon profil cognitif, c'est hyper intéressant parce qu'elle s'est pas trompée du tout. Et hésiter avec droit, qu'est-ce qui t'intéresse dans le droit? Ma maman est magistrat, mon frère a fait du droit aussi, et j'ai pas mal de gens dans ma famille. Je suis pas mal entourée de procureurs, avocats, et il y avait ce côté, la justice, tous les débouchés qu'il pouvait y avoir. C'était vraiment des études qui, je pense, auraient pu m'intéresser. Ok, c'est intéressant. Bon, néanmoins, tu termines vétérinaire, quand même, au final. Ouais, tout à fait. Malgré les maths, j'ai pas trop de problèmes en prépa, ça a été. Donc, voilà. Oui, j'ai fini le concours quand même. Et tant mieux, hein, parce qu'on est très content de t'avoir parmi nous aujourd'hui, parce que tu en as fait des choses. Alors, raconte-nous justement, j'ai envie que tu nous racontes ton parcours à ta façon, comment toi tu l'as vécu, en commençant au commencement. Et à la fin, moi à l'école, je prends vraiment la voie équine. Je fais une A5 équine, et je poursuis par un internat à Alfort. Je fais ce choix à Alfort parce que j'avais fait un stage à Saint-Hyacinthe au Canada, mais j'ai longuement hésité, mais je l'ai pas demandé. Je crois que j'ai tellement aimé mes années d'études que finalement j'ai vraiment envie de rempiler sur une année à Alfort. Et puis il y a Guillaume aussi qui est mon mari actuellement, qui était encore à l'école puisqu'il était en A4, donc il était 2 ans en dessous de moi. Donc tout ça fait que je demande Alfort. Il y a la formation au CIRAL qui m'attire particulièrement. Je suis passionnée de pathologie locomotrice, donc je rempile sur une année. Et puis après arrive la vie active, tout simplement. Donc je dois passer 3 entretiens, quelque chose comme ça. Il y en a 2 où je suis prise, dont un qui est plutôt en canine équine, mais où j'ai eu un super feeling. Et je choisis d'aller un peu au bout du truc et de prendre celui qui est vraiment en équine pure, dans la région où je rêvais de travailler. Qui a vraiment une clientèle professionnelle assez développée dans les chevaux de course et les chevaux de sport, et voilà. Et en fait tout ça, aujourd'hui je l'analyse que c'était cette espèce d'excellence, de voie royale, d'aboutissement, de prendre ce poste-là, alors que finalement l'entretien d'embauche, il y a plusieurs choses qui se sont passées et qui auraient dû me mettre la puce à l'oreille en fait. Donc c'est comme ça que je débute ma carrière. Est-ce que tu veux élaborer un peu là-dessus quand tu dis te mettre la puce à l'oreille, sur quoi? Oui, parce que je passe cet entretien en 2012. Le marché de l'emploi vétérinaire est pas du tout comme il est aujourd'hui. Enfin, en tout cas, c'est moins tendu. Donc cet entretien, il n'y a pas vraiment de réciprocité. Enfin, dans l'échange, c'est vraiment un interrogatoire. J'ai des questions théoriques sur mes connaissances. J'ai un examen pratique, ça je m'en souviens parce que c'était hyper stressant. On met une sonde nasogastrique dans une main, une sonde écho dans l'autre. On m'amène dans un box devant une jument trotteur, et on me dit il faut que tu la sondes, et après il faut que tu trouves les 2 ovaires et que tu nous dises un peu ce que tu vois sur l'image. Donc je me débrouille, je sors d'internat, j'ai quand même une formation solide, donc il y a pas trop de soucis là-dessus. Et puis il y a des questions dont je mesure pas vraiment la portée. Par exemple, le plus âgé de mes futurs patrons me demande si ça me dérange de travailler 6 jours sur 7. Et moi, je réponds non, parce que c'est tout à fait sincère. Ça me dérange pas à ce moment-là, mais je me rends pas compte de ce que ça implique en fait, pas du tout. Donc je me rends pas compte des implications sur la vie personnelle quand on travaille autant qu'on n'a plus le temps de faire ses courses, tout est compliqué, etc. Mais non, mais je suis à fond quoi. Donc quand ils m'appellent pour me dire qu'ils me prennent, je suis hyper contente.
Et voilà. Et puis en fait, ce premier poste, il est hyper important, hein, parce qu'en fait, il va conditionner largement la suite de ma carrière et Veto Job aussi. Donc, mais c'est vrai que ça merdouille un peu dès le début, quoi. Et quand tu dis qu'il conditionne le reste de ta carrière? Et ben par exemple, je me souviens que lors de l'entretien d'embauche, je passe quelques instants dans le bureau d'une des secrétaires qui gère les payes. Et d'ailleurs, quand je reviendrai après, elle me fera une promesse d'embauche. Alors je connais plus, je me souviens absolument plus des montants, mais elle m'écrit donc un montant sur cette promesse d'embauche. Et moi, je m'aperçois qu'effectivement, on n'est pas sur un échelon 2, je suis échelon 2 à ce moment-là, mais plutôt sur un échelon 3+, et que ça fait 15 peut-être bien 15% au-dessus de la convention collective. Et à l'époque, ça se faisait pas du tout. Aujourd'hui, c'est monnaie courante, hein, de payer 10-15% au-dessus de la convention collective. À l'époque, en équine, ça se fait pas du tout. Donc j'aurais dû, j'aurais dû me douter. Mais en fait, je me l'explique un peu par cette histoire des 6 jours sur 7. Donc voilà, bon, je me dis c'est très cool, et puis ça quand même ça fait aussi que je choisis ce poste-là par rapport à l'autre. Et dès la première semaine, elle me court après dans la cour de la clinique, et elle me dit: oh là là, je me suis trompée sur la promesse d'embauche. Pareil, je me souviens pas des montants, mais il y avait 300 € net de différence par mois, ce qui est assez énorme, ça je m'en souviens. Et elle me dit ça avec beaucoup de sincérité, hein. Je sens bien qu'elle s'est vraiment trompée, qu'elle ne l'a évidemment pas fait exprès, mais un peu comme si voilà, c'était pas très très grave, que j'étais pas là pour ça. Et en fait, moi-même, je me dis c'est pas grave, je suis effectivement pas là pour le salaire, je suis là pour apprendre. C'est le poste dont je rêvais, donc c'est pas grave. Et après, ultérieurement, je suis restée à pas loin d'1 an, presque la moitié de mes fiches de paye étaient fausses. Alors pas toujours à mon désavantage, parfois c'était au désavantage de l'entreprise. Donc dans ce cas, j'allais les voir également, mais c'était hyper fatigant, et c'est comme ça que je me suis mis à lire la convention collective, à regarder les fiches de paye, à me dire que c'était hyper insécurisant ce type de situation pour les jeunes vétérinaires. Donc ça a commencé en fait à nourrir ma réflexion sur ce que je voulais faire de Veto Job et de la partie contenu en fait. Et à quel moment tu t'es dit en fait c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça dans ce job? Combien de temps t'as tenu comme ça? Alors en fait, c'était un CDD, donc j'avais une deadline. C'était 11 mois, je crois, quelque chose comme ça. Mais en fait, je m'en rends compte très vite. Au bout de 2 ou 3 mois, je sais que je vais pas rester, parce que je me prends quand même un mur, hein, lors de ce premier boulot, mais pas où je l'attendais. Parce que à Alfort, on avait une équipe de profs qui était assez, qui nous informait pas mal, je pense à Aude Giraudet, qui nous mettait en garde, voilà, sur l'engagement que ça représentait d'être vétérinaire équin, sur la charge de travail aussi, sur le fait que la clientèle d'équine, c'est pas la clientèle la plus facile. Donc là-dessus, j'arrive, je suis totalement consciente de tout ça. Mais je suis pas du tout consciente qu'il y a c'est sur les pratiques qu'on va m'imposer, où là, mais je tombe complètement de ma chaise en fait. Je peux donner quelques exemples. C'est des pratiques que moi je juge un peu d'un autre temps, dont personne m'a parlé, et encore moins à l'école. Par exemple, on fait des sondes de Crésil à tire-larigot sur les chevaux parce que voilà, l'oméprazole c'est trop cher, donc pour les ulcères gastriques, donc c'est quand même du détergent, c'est pas voilà. Donc ça, je savais pas que ça existait. Je fais des abcès de fixation à la térébenthine sur les infections respiratoires un peu chroniques, ou quand il n'y a pas de budget sur le cheval. Et ça, je le vis très très mal, parce que la souffrance que ça engendre chez le cheval quand on fait 2 points de térébenthine de 5 millilitres au poitrail, c'est l'enfer en fait. Il y a les saignées aussi, alors où on m'a appris que ça servait à rien à l'école, hormis sur certains cas de fourbure et encore. Donc sur les myosites, on fait des saignées. J'ai des collègues qui font ça sans cathéter. Alors moi je mets 2 cathéters, mais bon, on remplit des seaux. Voilà, les posologies, où c'est pas celle que j'ai apprise à l'école, on fait la même chose sur un cheval de 450 kilos et de 600 kilos. Et tout ça, ça nourrit aussi ma réflexion sur la responsabilité du veto salarié. Le jeune veto salarié, je sais pas, moi c'était comme ça a peut-être changé aujourd'hui, mais moi je fais ce que mes patrons me disent. J'ai pas de marge de manœuvre, pour autant je suis responsable de ce que je fais. Et ça commence à engendrer cette réflexion: est-ce que le vétérinaire, ce statut de salarié, il est correct, ou est-ce qu'on ferait pas mieux de faire comme les médecins, ou on devrait être collaborateur? Enfin voilà, ça, il y a une vraie réflexion qui s'enclenche en fait, parce qu'il y a un tel antagonisme avec ce qu'on m'a appris que c'est compliqué à gérer pour moi. Et puis je suis jeune, hein, quand on est jeune, on n'est pas très flexible dans sa tête. En tout cas moi c'était mon cas. Donc j'ai vachement de mal à être dans la nuance, et je me reçois tout ça de manière très
très violente, quoi. Donc c'est compliqué à gérer. Et ça, t'en parlais avec tes consoeurs, tes confrères autour de toi. T'avais l'impression que c'était des pratiques qui se faisaient ailleurs ou c'était propre à ta clinique? Comment c'était vécu autour de toi? Ouais, j'en ai parlé un peu. Non, c'est pas quelque chose qui était partout. Ça dépendait énormément des gens. Après, en fait, il se passe quelque chose, c'est que j'ai une bonne copine, qui a un boulot dans une clinique concurrente. Hein. C'est une vraie concurrence dans cette région entre les véto-équins. Et en fait, donc moi, je suis contente parce que moi, il y a quelqu'un qui est pas hyper loin de chez moi. Et c'est vraiment une copine. Elle me loge d'ailleurs au début quand j'ai pas encore de logement. Et en fait, un beau jour, j'avais 3 patrons. C'était celui du milieu. Dans la voiture, il me dit oui, j'ai appris, j'étais là depuis quelques mois, j'ai appris que tu connaissais un tel qui travaillait dans la clinique concurrente. Alors il est un peu mal à l'aise, il tourne autour du pot, mais en fait, je sais plus quels sont ses mots, mais il me fait comprendre que cette amitié, elle est assez malvenue, que je dois faire très attention à ce que je raconte. Et du coup, bon, bien sûr, il peut pas m'interdire de la voir. Et je pense que c'est pas du tout son objectif. Mais moi, je me rends compte qu'il y a des choses, parce qu'on a des chevaux de course qui valent beaucoup d'argent. On peut pas raconter qu'on a infiltré un tel. Évidemment, j'ai une éthique professionnelle. Je sais que je suis tenue au secret professionnel. Mais en fait, je me rends compte à quel point ce métier-là, il empiète, enfin, je sais pas comment dire, c'est presque intrusif comme truc, ça empiète énormément sur la vie privée, et voilà, du coup, c'est pas si facile que ça d'en parler aux amis, et puis il y a certaines choses qui sont, voilà, que j'ai du mal à interpréter, du coup que j'ai du mal à raconter. Je me souviens d'une fois où je tournais énormément avec eux, ça c'était assez appréciable. Ils m'ont pas du tout lâché dans la nature, donc ils m'ont pris beaucoup dans la voiture, ce qui était très très cool. Et je pense que j'étais là depuis 3 semaines. Franchement, j'avais même pas passé mon premier mois. Je me retrouve à un événement dans le monde des chevaux, et sur le parking, on me demande de mettre des seringues sous ma veste, en fait. Et je suis pas du tout sûre de comprendre ce que je suis en train de faire, ce qui se passe. Alors, le produit dans la seringue, c'est pas du tout un produit illégal, hein, mais déjà, je sais pas ce qu'il y a dans la seringue, je ne l'apprendrai qu'après. Et là, je suis hyper choquée, quoi, hyper estomaquée. Je te dis, hein, j'ai une mère magistrat. Moi, tout ce qui frôle ou sort du cadre réglementaire, ça génère chez moi beaucoup d'anxiété, puisque ma mère nous a appris à être hyper carré. Et ce type de truc, non, je peux pas trop en parler, je peux pas trop le raconter. Et d'ailleurs, j'en parle même pas dans mes 3 patrons. Le plus jeune, c'est vraiment un chouette gars avec qui je m'entends très bien. J'ai une relation vraiment saine et constructive avec lui. Et pour autant, je vais pas lui en parler. Je vais pas lui demander des explications, donc j'en parle pas. Donc moi, j'arrive avec mes illusions. Toute ma jeunesse. Alors je suis pas naïve, hein, je sais que le milieu des chevaux, c'est pas le milieu le plus transparent, mais finalement ce qui se passe me semble un peu incompréhensible, c'est le mot. Il y a un désalignement avec mes valeurs, je comprends pas tout, et voilà. Je sais pas, aujourd'hui j'aurais peut-être une autre manière de réagir et une analyse plus nuancée, mais voilà comment ça se passe à l'époque. Est-ce qu'il y a aussi un côté pas gêne, mais plutôt de se sentir pas à la hauteur face à ce décalage complet qu'on n'avait pas imaginé, en fait, quand on sort jeune véto, jeune vétote? Moi, à ce moment-là, je me sens pas du tout à la hauteur, effectivement. En plus, je me prends des remarques parfois très très dures. Alors jamais directes. Par exemple, un jour dans le travail, c'est un vieux travail, donc c'est ce qui était très haut. Je fais une injection, puis je touche la carotide. Donc le cheval gonfle. Et ça, c'est un truc où en internat, c'est très décomplexé. On te dit que ça va arriver. C'est comme se taper l'ethmoïde avec une sonde. Ça va t'arriver. En fait, tu mets de la glace et tu gères, quoi. Et en fait, c'est ce que je fais. Alors, il n'y a pas de conséquences, hormis qu'effectivement, j'ai fait une grosse patate à ce pauvre cheval. Et en fait, je sais que voilà, mon patron rentrera dans le bureau. Il y a un bureau, il y a toutes les secrétaires, et dira, en fait, elle sait même pas faire une injection. Alors que j'étais déjà là depuis 2-3 mois, j'en avais déjà fait pas mal. Et maintenant qu'elle a reçu ses meubles, parce que je venais de faire une commande de meubles, de m'installer en fait dans la région, on peut plus la virer. Alors, les filles auraient peut-être pas dû me le répéter parce que ça m'a fait très, très mal. Et à la fois, je pense qu'elles ont été super choquées et du coup, c'est pour ça qu'elles me l'ont répété. Du coup, moi, clairement, je me sens, non, mais je me sens pas du tout à la hauteur. Je me sens pas à la hauteur. Il y a pas de
c'est une équipe qui est pas hyper cohésive, il y a quelques mésententes, du coup la bienveillance est pas du tout aisée là-dedans. Et ouais, j'ai une collègue qui est salariée aussi, mais qui est extrêmement dure, qui est une super véto, qui est une fille intelligente, mais qui est humainement très compliquée. Quand elle me regarde, je vois tout le mépris dans ses yeux et j'ai l'impression d'être absolument nulle. Alors c'est une fille qui a dû en baver dans son parcours, apprendre le français, mais elle est très dans l'optique, c'est de l'équine, tout le monde en chie, on est là pour ça et toi aussi. Donc ouais, moi je me sens pas à la hauteur. Tous les jours, je me sens pas à la hauteur. Et puis je me sens d'autant pas à la hauteur que je fais des trucs qui me déplaisent. Genre quand je rentre et que je suis allée faire un abcès de fixation, je me sens mal en fait. Et à ce moment-là, est-ce que tu te dis, bon, bah, ok, c'est peut-être pas l'équine qui me convient, peut-être qu'il faudrait que je bascule vers la canine? Non. Alors non, je vais te dire pourquoi. Parce qu'en fait, la saison de repro arrive et j'ai maintenant c'est une copine, une véto qui arrive pour faire cette saison. Et en fait, nos 2 CDD se terminaient en même temps. D'ailleurs, je pense qu'ils voulaient choisir la meilleure des 2 à la fin. Et du coup, elle arrive, elle s'appelle Myriam. Je sais pas si elle écoutera ce podcast, mais elle a quelques années de plus que moi. Elle a fait énormément de remplats, donc elle a fait que des CDD, donc elle a un peu vu du pays. Et déjà on se marre, donc elle change mon quotidien, on sort tout le temps, on rigole en fait, ça met beaucoup de légèreté. Et puis comme elle me parle de ses autres expériences, ça m'aide vachement à relativiser, notamment par rapport à cette collègue qui est pas forcément très facile et qui est pas plus facile avec Myriam qu'avec moi. Donc je me rends compte qu'aussi que c'est pas forcément moi le problème et ma compétence. Et cette fille me raconte ce qu'il y a dans ce qu'elle a vécu ailleurs, également en pratique mixte canine-équine et aussi en pratique équine. Et en discutant avec elle, je me rends compte que non, il y a effectivement d'autres postes qui peuvent me convenir, effectivement, ou en équine ou en canine-équine à laquelle j'étais pas du tout fermée. Donc elle vient remettre un peu les choses en perspective pendant ces 5 mois. Et puis voilà, j'ai ce CDD qui va s'arrêter. Donc de toute façon, je suis pas désespérée du tout. Je sais que j'ai une échéance, qu'il faut que je tire le maximum de cette expérience qui est pas du tout à jeter à la poubelle, puisque voilà, il y a vraiment un de mes patrons avec qui je m'entends quand même très bien. Il y a voilà, c'est 2 salariés avec qui je m'entends très bien, donc Myriam et un véto d'une 50aine d'années qui lui a toujours voulu rester salarié, il fait sa vie, il a sa clientèle et lui il est trop cool, il m'apprend plein de trucs, il me prend dans la voiture, il me laisse faire tout ce que je sais faire et que lui sait pas faire, il est hyper preneur, genre j'ai appris à faire des injections intra-articulaires éco-guidées au Ciral, donc il me fait faire ça, etc. Donc j'apprends énormément. Et puis je développe ma réflexion sur par exemple le management, voilà, la bienveillance au travail, l'expérience au travail. Donc en fait non, c'est une expérience dont je tirais quand même plein de choses positives malgré tout. Et à aucun moment, à ce moment-là, tu te dis, en fait, je veux arrêter la pratique? Pas du tout. Alors ça m'est jamais arrivé. Ça en est même que c'est plutôt l'inverse. Je sais pas si on y reviendra plus tard, mais j'ai mis au moins 6 ou 7 ans à me dire que j'allais peut-être jamais y revenir. Non, j'ai jamais eu un moment où je me suis dit j'arrête la pratique. Non, j'ai eu des gros moments de doute, d'autant que en fait, après la fin de mon CDD, quelques mois après la fin de mon CDD, mon jeune patron, donc celui que j'apprécie beaucoup, m'appelle pour m'annoncer le suicide de mon patron du milieu. Enfin, je dis du milieu en âge. Et ça va engendrer aussi chez moi une énorme réflexion sur le bien-être au travail, la gestion d'équipe. Et là, il y a quand même un petit moment dans ma tête où je sais pas si je reviendrai à l'équine après cette nouvelle. Et ça, tu l'apprends, et ça, t'es déjà partie du CDD? Je suis partie depuis pas longtemps. En fait, je m'en rappelle très bien parce que c'était le soir de mon anniversaire. Donc, j'étais au restaurant quand il m'a appelée. Et ouais, ça, c'est un choc immense parce que, je sais pas, moi, je me faisais un peu une idée de ce que c'était que le burn-out. Ou alors, d'ailleurs, je sais pas du tout si c'était un burn-out, quels étaient ses problèmes, mais la dépression, pour moi, j'étais sensibilisée à ça. Je connaissais des gens qui en avaient fait dans mon entourage, mais je pensais que c'était un truc où tu te levais pas, où vraiment t'étais au fond de ton lit, t'étais incapable de travailler. Donc pour moi, un suicide, c'était un peu la conséquence d'un truc qu'on avait vu venir. C'est ridicule, aujourd'hui, je m'en rends bien compte, mais en tout cas, moi, jamais j'aurais pu envisager que cet homme-là passe à l'acte. Enfin, c'est invraisemblable en fait. Quand il me dit ça, je me dis mais comment c'est possible? Pourquoi personne n'a rien vu? Il y a des trucs qui me reviennent rétrospectivement, des espèces d'absences qu'il avait, voilà.
Et en fait, il y a tout un tas de choses qui ont ressurgi. Et ça a été un vrai questionnement. Là, j'ai quand même eu un peu une prise de conscience de me dire si je reviens à la pratique, ce sera jamais dans ce cadre-là. Et je me ferai peut-être plus confiance sur les entretiens. Ouais, ça c'est quelque chose qui a joué beaucoup sur toutes les réflexions que j'ai pu avoir. Donc toutes ces choses, elles commencent à nourrir ta réflexion générale sur la profession. Après ce poste-là, tu vas sur un autre emploi. Comment ça se passe ? En fait, ce qui se passe, c'est que à la fin, j'étais encore en poste, donc j'étais encore là-bas. J'ai une copine de promo qui s'appelle Alice Leverrier, qui me propose un peu de faire une pause dans notre parcours de vétérinaire praticien pour monter un projet entrepreneurial. Elle m'annonce ça comme ça. D'ailleurs, je me souviens pas exactement du moment, mais c'était à peu près ça. Alors, faut dire qu'elle était elle était assistante de cardiologie à Alfort et que nos CDD se terminaient genre le même jour, quoi. Donc c'était on était en fin de contrat et puis on avait un copain Veto aussi, notre promo, qui s'appelle Damien Philippot, qui était en train de monter sa boîte de cosmétiques. Je vais l'interviewer parce qu'il a une sacrée histoire, Damien, de cosmétiques bio et qui nous parlait beaucoup de son projet entrepreneurial. Et mon frère, qui avec deux copains était en train de bosser aussi sur un projet entrepreneurial. Donc je découvre un peu tout ça. Et puis Alice, c'est quelqu'un qui a une appétence un peu pour l'ailleurs, qui a une certaine forme d'ouverture d'esprit. Du coup, je me dis pourquoi pas en fait. Moi à ce moment-là, je suis pas très bien dans mon boulot, donc c'est un peu une opportunité. Et en fait, quand j'ai réfléchi, ça me ressemble pas vraiment d'avoir dit oui, parce que moi, je suis quelqu'un d'hyper persévérant, pas du genre à sortir des sentiers battus. Jusqu'à présent, j'avais tout bien fait, le concours, l'école, etc. Et je voulais absolument être praticienne. Mais je pense que je vois ça un peu comme un projet bis. Je me dis, je ferai de la canine à côté et du coup, ça rajoutera une corde à mon arc parce que du coup, je me formerai en canine. Et en fait, à ce moment-là, je dis oui parce que j'ai pas du tout l'impression de prendre des risques. J'ai confiance en Alice. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Elle a un petit côté public relation, mais au sens positif du terme, une vraie facilité sociale que j'ai pas du tout. Donc voilà, je lui dis oui. Et je reviens du coup à la maison chez mes parents pour monter VetoJob. Et en fait, c'est après que je me mets à faire des remplats ou que je travaille pour la fédération des courses, parce qu'à un moment, il faut bien faire bouillir la marmite du coup. Et mis à part l'exposition entrepreneuriale que tu cites là, tu avais une appétence particulière pour la création ? Mais non, pas du tout. Je pensais que j'étais quelqu'un de pas créatif du tout, que moi j'étais hyper scientifique, cartésienne, et non, pas du tout. Et je découvre à ce moment-là ce truc que j'ignorais complètement, c'est qu'en fait je suis hyper créative. Et je me suis retrouvée d'ailleurs dans l'épisode, ça doit être le 9 là, d'Isabelle Pasquet, sur cette partie créativité. Et moi, c'est à ce moment-là que je le découvre en fait. Rien n'arrive au hasard, hein, j'ai l'impression, quand j'entends en tout cas le début de ton parcours. Ouais, je sais pas, parce que c'est quand même mon parcours, il est jalonné de rencontres qui ont fait que, en fait. Ça, c'est assez marrant parce qu'avec Alice, on n'était pas du tout parti sur déjà sans elle, je sais pas, je serais peut-être encore praticienne, hein. Et en fait, on commence à brainstormer, mais on n'a pas l'idée de VetoJob au départ, hein. On épluche les magazines, parce qu'en plus, on se dit, on partira pas forcément sur un truc veto. Donc on épluche la presse, les magazines, on brainstorm en fait pendant des jours et des jours. On a une première idée qui est plus dans l'événementiel, mais très vite on se dit que quand même il faut qu'on utilise cette valence de vétérinaire, qu'on a fait des études et qu'il faut les mettre vraiment à profit. Et en fait, on a un autre projet qui est plus éditorial, puis on se rend compte à quel point c'est difficile de monétiser du contenu éditorial. Aujourd'hui, j'en sais quelque chose. Et du coup, je sais plus comment j'y pense, mais je réfléchis à comment j'ai fait pour trouver du boulot, et je me rappelle de ces annonces hyper courtes de la presse pro en 6 lignes, il faut appeler parce qu'il n'y a pas la moindre information. Je regarde un peu ce qui se fait dans les autres boulots et je découvre le concept du job board en fait. Et là, je me dis mais c'est ça qu'il faut faire. Donc j'en parle à Alice et on part là-dessus en fait. D'abord toute seule d'ailleurs, d'abord sans investisseur, on part sur ce projet auquel on sait qu'on va pouvoir accoler une partie éditoriale en fait, mais que le modèle économique sera porté par le job board. Ok.
Et à ce moment-là, combien de temps vous passez, ou combien de temps toi tu passes entre ce projet entrepreneurial et les remplats les remplats alimentaires, on va dire. Alors en fait, Alice, elle prend carrément un poste à 3 jours semaine, je crois, à Paris en canine. Et moi, elle me dégote une annonce à la FNCF, Fédération nationale des courses françaises. Alors maintenant, ça a dû changer de nom. Je crois que c'est Fédération nationale des courses hippiques, mais peu importe. Et en fait, je me retrouve avec un truc en or. C'est qu'en fait, c'est des vacations pour du contrôle antidopage. Et moi, il y avait pas mal de boulot parce que j'étais sectorisée région parisienne, donc avec Grosbois, Chantilly. Et puis après, les années passant, j'ai fait même partout en France à l'élevage, je faisais des bicarbonates partout, je faisais sur hippodrome, etc. Mais en fait, c'est de la vacation. Donc en fait, on peut dire oui ou non. Et je pense que ça me fait un gros tiers-temps, mais complètement flexible en fait. Et puis ça chevauche le week-end. Et en plus, au-delà de ça, c'est très bien payé. Les gens sont hyper sympas parce que ma boss qui s'appelle Hélène Bourguignon, qui est une veto équin, chez qui j'avais fait un stage d'ailleurs quand j'étais à Alfort, elle est géniale et je découvre aussi qu'on peut me donner, elle me fait confiance en fait, je suis en totale autonomie, personne vérifie que je prends ma voiture à l'heure, que je dépose bien mes kits à l'heure. En fait, à partir du moment où je fais les choses bien, personne me dit rien et je me sens vachement autonome et en responsabilité. Donc en plus, c'est un poste qui est très cool, qui me permet de vivre, qui est chouette. Je revois tous mes anciens clients sur les hippodromes. Ça demande de la rigueur, mais c'est pas une grosse mobilisation intellectuelle par rapport à la clinique. Vraiment pas en fait, il suffit d'être rigoureux, contrairement à Alice qui elle a sa vraie casquette de vétérinaire. Et d'ailleurs il y a un décalage qui naît entre elle et moi. Et après les remplats dont tu parles, j'ai fait un remplat et des gardes de nuit, mais du coup là c'était cumul de 3 activités, donc j'en ai pas fait beaucoup parce que 3 activités à un moment c'est devenu beaucoup trop compliqué à gérer. Mais du coup mon vrai boulot alimentaire si je puis dire, mais j'adorais ce boulot pour pouvoir faire veto job à tiers-temps, c'était la fédération des courses. Ok, et donc cette partie-là, donc on va dire un tiers, 2 tiers, ça dure combien de temps? Ça dure combien de temps? Peut-être une bonne année, un peu plus d'1 an, quelque chose comme ça. Il se passe pas mal de choses cette année-là, donc moi je suis hyper flexible et ça nous permet aussi de vraiment prendre le temps de construire Veto Job. Et puis on rencontre nos investisseurs aussi à ce moment-là. On est en 2014 à peu près, c'est ça hein? On est même avant parce que le site il est lancé en juin 2014, donc non, on est fin 2013. On rencontre nos investisseurs fin 2013, donc et très très vite, peut-être quelques mois, même peut-être semaines après qu'on ait commencé à vraiment monter le business plan. Ça c'est vraiment pareil, un bon hasard. Enfin, on a eu de la chance là-dessus, je pense. Mais parce que vous vous êtes dit on a besoin d'investisseurs ou c'est eux qui vous ont trouvé? Ah non, pas du tout, pas du tout. On était en train de faire chiffrer le site dans des agences ou chez des freelances. En fait, Alice, elle était au CVE Junior, le club des vétérinaires et entreprises. Elle connaissait très bien Laurent Gessen, qui est le président. Et en fait, à ce moment-là, Laurent, il était consultant pour une entreprise de presse professionnelle qui s'appelait à l'époque ATC, Agri Terroir Communication. Et il était consultant sur le pôle santé animale sur des magazines papier, un qui s'appelait VetLife, les vétos s'en souviendront peut-être, ceux qui sont un peu plus âgés. Vet School, c'était un magazine papier qu'on recevait à l'école, et l'Auxiliaire, qui existe toujours. Et en fait, il venait de racheter une entreprise qui faisait des job boards spécialisés. Et il s'était dit, voilà, on a un pôle santé animale avec une partie sur les vétérinaires et les ASV, il faut qu'on fasse un job board. Donc en fait, parallèlement, on travaillait sur exactement le même sujet au même moment, en fait. Et du coup, Laurent, il a fait la mise en relation. Et on s'est retrouvés, à aller pitcher le projet dans les locaux de l'entreprise à Paris, la fleur au fusil, du haut de nos 26 ans, ce qui était hyper impressionnant, ce qui était aussi hyper excitant. J'ai eu les premières montées d'adrénaline de l'entrepreneuriat à ce moment-là, et puis ça a matché. Donc en fait, on s'est associés dans la foulée, et ensuite on a embrayé. Alors évidemment, à ce moment-là, on a 26 ans, on est à milieu de se douter de ce qui nous attend et des montagnes qu'il va falloir déplacer. C'est la beauté de la jeunesse. C'est ce que j'allais te demander d'ailleurs quand vous avez créé votre job. C'était quoi votre vision? Est-ce que vous en aviez une d'ailleurs?
Ouais, oui, oui. On voulait faciliter vraiment notre objectif, c'était de faciliter la mise en relation entre recruteurs et candidats. Plus d'ailleurs peut-être côté un peu candidat, de donner plus d'informations aux candidats, plus de possibilités de faire des choix. Et puis on avait envie aussi d'y adjoindre une forme d'information, de contenu éditorial qui puisse aider les vétérinaires à faire cette entrée dans le monde du travail. D'accord, ouais, donc il y avait déjà cette appétence pour, on va dire, accompagner la profession au-delà de cette mise en relation, ouais. Ouais, complètement. Après, on savait pas exactement où on allait. Hein. Je te cache pas que c'était un peu wait and see, quoi. Donc, voilà, on savait pas. Enfin, faut se remettre dans le contexte. On arrive donc dans un groupe de presse. Clairement, on n'a pas du tout les codes. On n'a même pas le langage. Moi, je me rappelle que mon associé actuel, je comprends 40% de ce qu'il nous dit. Donc, voilà, on se jette un peu à l'eau. Et d'ailleurs, ce sera pas facile. Hein. Ce sera pas facile du tout. Et ça, enfin, le fait de pas avoir toutes les clés en main pour tout comprendre, c'était quand même très anxiogène. Et aussi peut-être vice versa, parce que bon, ils avaient un peu d'exposition de par les magazines dans le monde de santé animale, mais peut-être qu'il y avait un niveau peut-être d'incompréhension de leur côté de l'état des lieux de la profession à ce moment-là, je sais pas. Ah oui, en fait, c'était même pas le sujet. Mon associé, comme très vite, ça a très bien marché, ça a pris. Lui, il a pris le parti. Et parfois, je me dis que c'est quand même fou de nous faire confiance à 300%. Donc, à part qu'on lui envoyait des bilans trimestriels et qu'on échangeait un tout petit peu, il nous a laissé complètement faire ce qu'on voulait. Ce qui avait des avantages, des inconvénients. Les avantages, c'est que on faisait vraiment ce qu'on voulait. On était complètement libre. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'on était extrêmement esseulés par rapport au reste de l'entreprise et que du coup, très vite, moi, j'ai eu l'impression d'atteindre un plafond en fait de connaissances parce que quand on travaille pas avec les autres, ou nous on était un peu bisounours, on pensait qu'on allait envoyer un mail aux graphistes et qu'ils allaient nous répondre, ils savaient pas qui on était en télétravail, donc en fait, voilà, il y a eu des vertus parce qu'en fait, on a appris à se débrouiller avec zéro budget. Hein, c'était ça. Hein, on a bien mis les mains dedans, mais on était extrêmement esseulés. Et en fait, en plus, un autre apprentissage, c'est que Alice et moi, c'est ce que j'expliquais, on n'avait pas du tout le même niveau de risque, elle et moi. Alice, elle avait un loyer. Moi, j'étais chez mes parents. Elle était en clinique, donc le soir quand tu rentres, c'était son premier poste en clinique, c'est ça qu'il faut voir. Elle se remettait à la chire, etc. Elle pouvait pas enlever sa casquette de vétérinaire et puis se plonger allègrement dans VétoJob. C'était beaucoup plus dur le switch intellectuel pour elle que pour moi. Donc il y a un décalage en fait qui s'instaure de plus en plus en fait entre elle et moi. Et elle finit parce qu'en plus on comprend pas tous les tenants et les aboutissants, on ne comprend pas notamment que ça passe, ça n'avance pas forcément. Par exemple, typiquement le fait qu'au début VétoJob était gratuit et au moment où on a voulu installer la partie payante, le module payant, parce que nous faut voir que on est obligé de travailler à côté, etc. Ça se fait pas parce qu'en fait le développeur il a pas le temps, parce qu'en fait c'est hyper complexe d'adjoindre ce module de paiement. Et finalement, ça avance pas comme on voudrait. C'est assez anxiogène. Le groupe ATC à l'époque, il grossit, c'est-à-dire qu'il y a énormément de rachats, de liquidations. Donc voilà, faut acculturer les gens à cette nouvelle entreprise. Mais tout ça, c'est nous, c'est milieu. C'est des choses que j'ai comprises après. On n'a pas l'expérience du groupe, on est toute seule en mode start-up, voilà. On est aussi deux très jeunes femmes, hein, donc on n'est pas trop prises au sérieux, surtout qu'on ne génère pas de chiffre d'affaires. Et Alice, petit à petit, elle va perdre confiance dans notre associé, en fait. Et puis bon, jusqu'au moment où elle se rend compte qu'elle a besoin d'un nouvel horizon et qu'elle tourne un peu en rond avec VétoJob. Et elle rentre chez Novartis en labo pharmaceutique. Donc là, elle a le cumul des deux, VétoJob et Novartis, qui deviendra Elanco. D'ailleurs, elle est toujours chez Elanco. Voilà. Et du coup, notre relation professionnelle et donc personnelle se dégrade petit à petit, d'autant qu'on n'a toujours pas de deadline quant au passage payant. Et en fait, et moi je sais pas pourquoi je fais le choix de parce que je comprends pas plus qu'Alice. Moi je suis pas au top à ce moment-là, et je suis d'ailleurs pas capable de l'expliquer parce que je comprends pas forcément mieux la situation. Mais je décide, alors je sais pas, c'est pas le bon mot, mais de faire confiance à mon associé. Que peut-être il y a une partie du prisme qui m'échappe et que je sais pas pourquoi je décide de lui faire confiance.
Et en 2016, Alice, elle perd vraiment toute confiance dans le projet, enfin dans mon associé et peut-être aussi un peu dans le projet. Et elle nous annonce son départ et elle quittera le projet en 2017 du coup, avant qu'on ait pu faire la preuve de ce business model du coup, puisqu'on n'a toujours pas ce module de paiement. Et vous êtes encore en contact avec Alice? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est la marraine de mon fils, Alice. Ah, ok. Elle en dit quoi aujourd'hui de tout ça? Et ben je sais pas parce que alors je suis assez fière de ça parce qu'on a complètement sauvé notre amitié, on s'est relevé de tout ça, ça a mis du temps mais on s'en est relevé et je pense qu'après on était aussi toutes les deux soulagées de cette sortie parce que Alice elle en pouvait plus, clairement elle avait envie de s'investir chez Elanco et puis moi j'avais eu le temps de me faire à l'idée que j'allais me retrouver toute seule aussi. Donc finalement je pense qu'on était assez soulagés et après il s'en est suivi une période où je pense que ouais on a un peu vécu notre vie chacune de notre côté et puis on a reconstruit petit à petit, mais c'est vrai qu'on n'en parle pas trop du coup aujourd'hui. C'est pas un tabou, hein, je serais tout à fait capable d'en parler avec elle, mais bon on a mis ça derrière nous. Aujourd'hui je sais pas d'ailleurs comment elle l'a complètement vécu de l'intérieur, sûrement pas très bien non plus. Donc ouais, mais bon non c'est une de mes meilleures amies, la marraine de mon fils, donc tout va bien. Bon, bah, super. Bon, et on reviendra hein, bien sûr sur VetoJob après, mais j'ai envie de revenir sur ton parcours quand même, parce qu'il y a Equisense qui quand même prend une partie considérable dans ton parcours, 3 ans je pense. Comment ça arrive ça? Et ben en fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure, c'est que je stagnais d'un point de vue compétences. J'avais l'impression de stagner parce qu'on était trop extérieur au groupe ATC et qu'on n'arrivait pas à apprendre de nos collègues puisqu'on ne les voyait pas. Et en fait, à un moment, je me suis dit, ok, en fait, faut que j'apprenne dans une entreprise en fait pour comprendre tout ce que j'arrive pas à comprendre. Et puis en fait, un beau jour, il y a encore une consoeur par bouche à oreille en fait qui m'appelle, qui s'appelle Fanny Hureau. Elle était en train de travailler sur un projet d'objets connectés. Elle avait rencontré l'équipe d'Equisense, hein, qui était que 2 d'ailleurs à l'époque. Et en fait, elle me dit, écoute, moi je fais mon projet de mon côté. Il n'y a pas aujourd'hui de lien, voilà, pour travailler directement avec eux. Mais par contre, ils ouvrent un poste enfin, je pense à toi parce que tu correspondrais bien au profil. Et voilà. Puis c'est comme ça que je les appelle et que cette folle aventure de la start-up en amorçage commence du coup. Et donc ce poste, c'est quoi? Non mais au début c'est pas du tout défini. En fait la société n'est pas créée. Donc quand j'arrive, je suis reçue du coup par Camille et Benoît qui sont 2 des cofondateurs et en fait alors ils ont quand même un petit bureau dans l'incubateur de l'UTC Compiègne, mais la société n'est pas créée. Ils ont trouvé des investisseurs, mais tant que la société n'est pas créée, bah pas de compte en banque, donc on peut pas voilà avoir l'argent. Donc en fait même les 2-3 premiers mois ils peuvent pas me payer. Et le poste, c'est d'être au four et au moulin. Hein. Alors c'est beaucoup de com et de marketing au départ. Pour après, parce qu'ils ont un projet de développer le cardio et peut-être un deuxième produit, donc passer plutôt chef de projet sur le deuxième produit. Mais voilà, au début c'est être au four et au moulin. Ça tombe bien, c'est ce que je sais faire chez VetoJob, donc je suis pas trop perdue. Et d'ailleurs c'est le seul entretien parce que VetoJob c'était rien à l'époque, c'était gratuit. J'avais passé quelques entretiens dans des grandes entreprises et c'est le seul entretien où c'est valorisé VetoJob. En fait, ils trouvent ça trop cool, Camille et Benoît, alors que c'était plutôt vu avec beaucoup de méfiance dans les autres entretiens d'embauche que j'ai passés, où j'ai même eu des questions genre ah oui, mais après avoir monté un projet entrepreneurial, vous allez réussir à retravailler, à être salarié. Enfin, vraiment, c'était plutôt un sujet de méfiance, ou alors on m'en parlait même pas dans mon CV. Donc non, là, c'était parfait, quoi. Du coup, j'étais leur première salariée. Voilà. Excellent. Et donc tu restes avec eux 3 ans. Qu'est-ce que tu apprends alors de cette période? Tellement de trucs en fait. Déjà, j'arrive direct dans le vif du sujet avec une campagne de financement participatif. Ils étaient déjà un peu avancés sur ce qu'ils voulaient faire. Donc sur Kickstarter, qui est une plateforme de crowdfunding internationale en 3 langues. Français, anglais, allemand. Donc c'était un énorme challenge. J'ai vraiment fait de la gestion de projet dans ce cadre-là. On a collecté 170 000 €. C'était complètement fou. Wow. Et puis voilà, je me suis occupée de la com vraiment pendant 6 mois. J'ai appris 1000 trucs en communication, en marketing,
en R&D aussi, en recherche et développement. Et puis, j'ai appris énormément aussi sur l'écosystème des startups françaises, puisqu'au bout de quelques mois, on migre à Lille, à Euratechnologie, qui est un endroit donc qui héberge des dizaines et des dizaines de startups à Lille. Donc, c'est un écosystème hyper riche. Il y a des conférences. On baigne dans dans cette French Tech, en fait. Donc, je découvre complètement. On était d'ailleurs plusieurs vétérinaires à Euratechnologie, je dois le dire. Il y avait des objets connectés où il m'est arrivé d'être à la cafétéria. On était 4 vétos dans la cafétéria, donc c'est hyper marrant de s'apercevoir qu'en fait, en étant véto, on peut faire plein de trucs. Et puis, je rencontre des personnes hyper brillantes, clairement. Et puis, je découvre le management de start-up aussi. Donc ça, c'est aussi qui diffère beaucoup de ce que j'ai connu auparavant. Donc là, on est sur Equisense et VetoJob toujours. Oui, tout à fait. Je cumule les deux. Et mon boss, du coup, Benoît, à l'époque, on parlait pas mal de Google qui autorisait ses salariés à avoir 20% de projets personnels. Je crois que c'est fini ce truc-là, mais c'est vrai qu'on donnait ça vachement en exemple. Et en fait, lui, ça le dérangeait pas du tout qu'on ait des projets personnels. On était plusieurs à avoir des projets à côté. Et du coup, en plus, j'ai pas d'enfants à l'époque. J'habite en Champagne, mais je suis 3 jours par semaine à Lille, donc je suis beaucoup dans le train. Et puis j'ai 2 soirées toutes les semaines à Lille où je suis toute seule. Donc j'ai le temps de travailler quand même un peu sur VetoJob. Et là, pour le coup, VetoJob, ça devient un super laboratoire parce qu'en fait, tout ce que j'apprends chez Equisense, je le réinjecte dans VetoJob. Et à l'inverse, les deux. Après, je passe sur un poste chez Equisense, donc sur vraiment un produit de surveillance des paramètres physiologiques du cheval hospitalisé. Et en fait, du coup, je baigne encore dans le milieu vétérinaire et les deux ensemble ont énormément de sens et ça crée de la sérendipité beaucoup entre les deux. Donc c'est une période où j'ai aucun problème à gérer les deux, même si évidemment je peux pas passer autant de temps que je veux sur VetoJob parce que Equisense me prend un temps plein, mais en tout cas du coup j'ai vraiment l'impression d'apprendre et de me dire ça y est, je commence à comprendre un tas de trucs que je peux remettre en place sur VetoJob. Ok, et qu'est-ce qui fait que tu bascules alors après parce qu'après tu quittes Equisense et puis tu vas sur l'agroalimentaire, c'est ça? En fait, ce qui se passe, c'est que la startup en amorçage, c'est pas le Club Med. Hein. Et voilà, là, j'ai décrit tous les trucs géniaux, mais il y a aussi des trucs qui sont pas faciles du tout à gérer au quotidien. Bah déjà, tu vois le capital qu'ils font. Hein. Donc, tu as une épée de Damoclès au-dessus de la tête qu'on appelle dans le jargon des startups qui adorent les anglicismes, on appelle ça le cash burn. Donc, c'est les sommes que tu dépenses pour pouvoir assurer la continuité de ton activité. Donc, en d'autres termes, c'est l'argent qui va s'envoler chaque mois pour compenser l'insuffisance de rentrée, de chiffre d'affaires. Et tu peux en arriver à plus pouvoir payer tes salaires. Hein. C'est arrivé d'être à la limite plusieurs fois chez Equisense. Donc, pour continuer dans la métaphore, tu brûles du cash, mais tu peux aussi te brûler les ailes et puis brûler la boutique surtout. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que voilà, dans la startup qui est vraiment au début en amorçage, qui vit sur l'argent qui a été levé auprès des investisseurs ou auprès des campagnes de financement participatif, en fait, tu crames du cash parce que tu es obligé d'aller vite, tu dois grandir vite, tu dois conquérir des clients pour générer des revenus. Donc, concrètement, tu consommes beaucoup plus de ressources financières que tu n'en produis. Et la startup, elle perd de l'argent. C'est comme ça que ça fonctionne. Du coup, tu as des investisseurs qui vont regarder ce qu'on appelle le burn rate, c'est-à-dire l'indicateur de la vitesse à laquelle la startup perd de l'argent et donc en fait le nombre de mois que tu vas pouvoir tenir à ce rythme-là. Donc ce climat, il est pas hyper serein. Surtout quand tu vois que ton CA, donc ton chiffre d'affaires stagne, ce qui était le cas chez nous, c'est quand même assez compliqué. Alors après, moi j'ai eu la chance ce qui allait très bien chez Equisense, c'était l'humain. J'ai une super équipe. Moi, j'ai pas du tout connu ce qu'on a raconté ces dernières années sur des comptes Instagram comme je sais pas si tu connais, mais balance ta startup, balance ton agency. Nous, on était dans un management très horizontal, très 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 bienveillant. Donc ça compensait. Mais voilà, ce contre-la-montre là que je viens d'expliquer, cette histoire d'argent, oui, ça c'est très stimulant parce que ça fait beaucoup d'adrénaline, mais c'est un vrai défi aussi. Et en fait, ça avait fini par devenir un petit peu
pesant. Alors, moi, j'étais pas associée, mais le défi des fondateurs, c'est vraiment d'embarquer l'équipe pour qu'elle tienne le coup pendant cette période qui est d'une durée indéterminée et qui concrètement peut durer des années. Donc voilà, c'est un modèle hyper particulier et ça a commencé à me peser. Autre chose qui me pesait un peu, c'était le décalage entre ce que tu vends, parce que tu fais beaucoup de storytelling, faut pas se mentir, tout ce discours que tu as, et là où tu en es vraiment dans le développement de tes produits. Nous, c'était des produits, c'était de l'IoT, c'était de la tech, c'était très complexe, notamment quand on a voulu rajouter le cardio. Et toujours avec cette même métaphore, du brûlé, là, tu fais beaucoup de vent, mais en fait, tu fais un bel écran de fumée pour tes partenaires et tes clients. Et psychologiquement, c'est pas hyper facile à gérer. Et tout ça fait que ça devient de plus en plus compliqué pour moi. En fait, j'y trouve en y allant le matin, c'est de plus en plus difficile. Et puis, je tombe enceinte. Mais bon, c'est pas trop un catalyseur parce que moi je suis encore je suis très naïve et je me dis que ça va pas changer grand chose, que oui je peux aller travailler 3 jours à Lille avec un bébé voilà. Donc c'est pas ça qui est vraiment le catalyseur du moment où je me dis où je pars. En fait, ce qui se passe, c'est que je suis enceinte et ils me disent à ce moment-là que il falloir réduire la voilure et que les budgets R&D de mon produit, là, celui qui est jamais sorti, qui était un produit de santé connectée, faut arrêter la R&D parce que ça coûte trop cher. Et c'est ça qui fait que il y a ça qui s'arrête. Ça fait déjà quelques mois que je tire la langue sur la motivation et en plus je suis enceinte par-dessus le marché, donc c'est le moment, quoi. Voilà comment ça se passe exactement. Donc tu quittes Equisense et puis tu as ton enfant d'abord ou... C'est encore du bouche à oreille. C'est une veto, une collègue de Guillaume, mon mari, qui à l'époque était avec quelqu'un dans l'entreprise chez Neovia en fait, et elle me dit tiens, du coup j'ai entendu parler d'un poste où ils cherchent un ingé agro ou un veto équin, et en lisant le truc j'ai pensé à toi. Et elle me dit ça, donc moi je suis un peu en réflexion, donc je me dis très bien, j'y vais, d'autant que Neovia, donc c'était Neovia by InVivo à l'époque, c'est un groupe agroalimentaire qui fait de la nutrition animale, c'est un des investisseurs d'Equisense à l'époque, un des plus gros investisseurs d'Equisense. Donc j'ai déjà été en relation avec des personnes de cette entreprise et en plus j'ai déjà réfléchi à l'intérêt de l'analyse de données sur la nutrition du cheval. Donc en fait ça a pas mal de sens. Le truc complètement fou, c'est que c'est à 20 minutes en voiture de chez moi, alors que j'habite dans la pampa champenoise. Donc ça, c'est la chance de dingue. Et puis voilà, c'est comme ça que je me retrouve là-bas. Et là, tu restes presque 3 ans aussi, ouais. Presque 3 ans aussi. C'est des petits cycles de 3 ans, on dirait, non? J'ai l'impression. Ouais, tous les 3 ans, il faut que je fasse autre chose. Voilà. Par contre, il n'y a pas 3 ans entre tes 2 enfants. Non, mais alors oui, du coup, c'est 3 ans où il faut retirer quand même un congé mat à chaque fois. Mais du coup, ouais, tous les 3 ans, c'est vrai. Donc, t'as ta première petite fille. Tu as démarré aussi ce poste. En fait, oui, je démarre. Et en fait, ils hésitent même à me recruter, ce qui est fou. À un moment, on parle de me recruter enceinte, quoi, avant congé mat. Ça leur pose pas tant de problèmes que ça. Et puis finalement, tout le monde se dit que non, c'est quand même mieux que j'arrive post congé mat. Donc du coup, je commence en septembre, je crois, juste après, à la fin de mon congé mat. Ce que je déconseille, changer de boulot. Non mais ça, oui, ça a été très très dur. Changer de boulot sur un premier enfant, ça s'est fait, bien sûr, mais et puis je ne regrette pas du tout. C'était la bonne solution, mais ouais, c'est dur, quoi. Tu déconseilles parce que c'était un boulot passionnant, mais ils m'ont recruté beaucoup pour les compétences que j'avais apprises chez Equisense, parce que c'était quand même un boulot aussi touche à tout. Mais par contre, j'étais pas formée en nutrition. Et puis le bagage veto en nutrition équine, c'est pas fou, quoi. Donc en fait, j'ai dû me former en nutrition. J'arrivais pas avec un boulot que je maîtrisais.
Et si j'avais dit oui, c'est aussi parce que je connaissais beaucoup de consoeurs et confrères qui avaient bossé en nutrition et qui m'en avaient toujours parlé en bien en disant que c'était passionnant, etc. Donc moi, je m'étais dit, je saute le pas, on verra bien. Et puis il y avait aussi le fait que je sortais d'une start-up, on était 25 quand je suis partie, et là je voulais une expérience dans un grand groupe. Donc Neovia c'était 8 000 salariés, puis après on a été racheté 60 000 salariés. Donc j'ai fait le grand écart et je voulais avoir le complément. Donc c'est pour ça que j'avais dit oui. Mais concrètement, s'habituer à un bébé dans le quotidien, tout ce que ça remanie dans la logistique, le couple, etc. Et gérer en même temps tout ce que j'ai dû apprendre en nutrition. Je me suis un peu accrochée pendant 6 mois, on va dire, difficile, quoi. Parce que en plus tu bossais toujours, parce que là on parle plus de VetoJob pour l'instant, mais il y avait toujours VetoJob. Il y avait VetoJob, oui. Ouais, carrément. Après, on était un peu. C'est une période où j'ai tenu. Ça avançait pas trop chez ATC, donc je tenais la barque, mais j'ai levé vachement le pied pendant ces années-là sur VetoJob. Et cet écart start-up grand groupe, tu l'as vécu comment? Hyper bien, parce que je pense que c'était le moment pour moi de passer à autre chose. Mais c'était surtout aussi, c'était un super poste, une super entreprise. J'avais une super équipe. J'ai eu aussi beaucoup de chance. Donc ouais, je découvre. En fait, ce qui a été génial, c'est que je découvre la complexité d'un groupe comme ça de 8 000 salariés. Mais du coup, je comprends. Même si ATC, qui héberge VetoJob, c'est 500 salariés, je comprends ce qui s'est passé quelques années avant, en fait. Tout ce que j'avais pas vraiment compris, je le comprends parce que ça y est, je commence à appréhender ce que c'est qu'un groupe, comment ça fonctionne, comment les services interagissent les uns avec les autres. Je découvre aussi, donc c'est pour le coup, c'est un groupe complexe, issu de la coopérative agricole, avec un modèle qui est franco-français qui s'appelle la firme service. C'est-à-dire qu'en fait, en France, le savoir-faire de la nutrition animale est porté par ce qu'on appelle les firmes services. C'est un accompagnement finalement des fabricants d'aliments sur le plan technique. Donc moi, c'est ce que je faisais sur la partie nutrition, mais aussi sur le plan commercial, sur le marketing. On avait aussi une activité de fabrication pour des aliments floconnés, donc des aliments un peu complexes à fabriquer. Donc je découvre en fait un modèle qui est autrement plus complexe que ATC. Et je pige en fait, je pige les trucs et ça c'est super enthousiasmant et ça me permet aussi de faire un peu mon deuil de ce que j'avais pas compris les années avant et ce qui s'était passé en fait. Donc non, le passage il se fait super bien, d'autant que ma chef c'est une nana hyper brillante. Donc je tombe encore sur quelqu'un de brillant et qu'en fait on est en binôme. Donc moi sur la partie technique et scientifique et en fait elle gère toute la partie commerciale, marketing, la marque et en fait j'apprends en la regardant faire. En fait on a la même manière de bosser, on n'a pas trop besoin de parler, on sait à peu près où on va. Donc ça c'est génial de travailler avec des gens qui ont la même manière de faire, même si c'est enrichissant d'avoir des gens différents. Là c'était quand même d'une simplicité avec elle, voilà. Et puis j'apprends parce que je la regarde gérer cette marque et peu à peu ça vient dans ma tête de me dire en fait maintenant que j'ai Equisense et cette partie Wisium chez Neovia, je crois que je vais pouvoir transformer l'essai avec VetoJob. C'est la complémentarité des deux qui a fait que j'ai repris VetoJob à temps plein pour le transformer en Themavet, du coup. Excellente transition. Parce que là, je me dis, tu me dis, VetoJob, c'est un peu plus calme à ce moment-là. ATC, ça avance pas trop. Tu commences à comprendre comment tout fonctionne dans une grosse entreprise. Tu te nourris de tous les éléments que cette super boss t'apporte. Et c'est toi qui donne un renouveau à VetoJob, ou il y a des changements au niveau d'ATC aussi qui font que la conjoncture, tout se met en place? Et les deux, c'est toujours tout au bon moment dans mon cursus, qui est marrant. Mais non, c'est vrai. En fait, déjà j'ai un deuxième enfant aussi dans l'histoire. Quand je suis chez, je dis Neovia, maintenant ça s'appelle ADM, Archer Daniel Mills Company, c'est une compagnie américaine maintenant. Et en fait, il y a eu ce rachat
par ce groupe américain. On est passé à 60 000 salariés, donc avec une culture américaine. Donc voilà, il y a l'acculturation est en cours, ils auditent toute la société, énormément de choses vont changer. Encaisser le changement pour les salariés, dont ceux qui connaissent le modèle depuis 20 ans issu du coopératif agricole, c'est extrêmement compliqué. Donc l'ambiance est très compliquée. On vit un premier plan social. Il y a le deuxième qui arrive avec des restructurations du coup qui touchent mon service, enfin qui devraient toucher mon service, mais on ne sait pas encore quoi. Ça va prendre du temps. Enfin, il va s'écouler un temps très important avant qu'on ait vraiment les réponses. Donc moi, je tombe enceinte, j'ai mon congé maternité et quelque part, j'espère qu'en revenant de ce congé maternité, les annonces auront été faites. Et en fait, pas du tout. Ça a pris du retard. Et je me souviens, mon premier jour de reprise, je devais aller à Rennes, donc je loupe mon train et du coup, je me fais chez moi à Rennes. C'est à peu près 5 heures de route avec les embouteillages à Paris, pour aller à ma réunion du début d'après-midi. Et en fait, là, je cogite beaucoup dans ma voiture. Et je me dis, 2 enfants, parce que 2 enfants, qui ont 23 mois d'écart, c'est super chaud. Je redors pas. Mon fils, il a fait ses nuits à 21 mois, donc je suis hyper fatiguée. Et je me dis, mais là, je vais pas y arriver. C'est la première fois où je me dis, ça va pas le faire. Je vais pas pouvoir gérer toutes les restructurations liées au rachat, le nouveau boulot, la réhabituation, sachant que j'étais passée à 80%, du coup, pour avoir un vrai 20% de veto job, parce que j'étais déjà consciente qu'avec un deuxième enfant, j'y arriverais pas. Mais je me suis dit, ce 80-20, 2 enfants, c'est mort. En fait, ça va pas marcher du tout. Et en fait, je fais un peu le point ce jour-là en me disant bon, qu'est-ce que je fais quoi? Est-ce que je reste dans ce poste? Est-ce que je vends Veto Job? C'est quelque chose auquel j'ai réfléchi. Donc j'arrive à ma réunion, pourtant je suis hyper contente de retrouver mes collègues, mon boulot et tout, mais j'ai ça qui trotte dans la tête. Et puis après, en fait, j'aurai une discussion avec mon associé, du coup, investisseur historique chez Veto Job, et lui me dit, ça y est, moi je commence à voir après tous ces rachats où je veux aller, et en fait, il faut transformer l'essai. Veto Job, c'était prévu depuis le début, il peut pas rester qu'un job board. On est un groupe de presse, il faut que ça devienne de la presse. En gros, Marine, c'est avec ou sans vous, en fait. Donc, c'est vous qui me dites. Et en fait, là, les planètes s'alignent. Je me dis, non, voilà, deuxième plan social, deuxième enfant, stop. Voilà. Donc, je donne ma démission. J'accepte quand même de rester. Je sais pas dire non, donc j'accepte de rester comme consultante sur des sujets de R&D notamment, et des sujets très vétos. Donc je suis encore aujourd'hui à ce jour consultante chez ADM, très peu, 1 à 2 jours par mois, voilà. Donc ce qui est déraisonnable totalement, mais c'est comme ça. Voilà. En fait, depuis disons les 6 premiers mois de pratique, au tout début après ma sortie d'école, pratique équine, je n'ai plus eu une seule activité professionnelle. J'en ai toujours eu plusieurs, puisque j'ai commencé à travailler Veto Job, j'étais déjà en pratique, enfin en tout cas ce projet entrepreneurial, et du coup j'ai cumulé entre 2 et 3, et là je commence à me dire qu'il faut vraiment que ça s'arrête, quoi, que j'ai besoin de me focus sur un truc. J'ai 2 enfants en bas âge, donc voilà. Donc je commence à y réfléchir. Pourquoi tu crois que c'est un besoin presque, ce cumul de différentes casquettes? C'est quoi que tu y retrouves ou tu y retrouvais? Je sais pas trop. Enfin là, en fait, je suis tellement attachée à ma collègue dont je parle, qui s'appelle Isabelle chez ADM, que j'avais envie de bosser avec elle. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je bosse un sujet pour elle, en fait, je suis trop contente, parce que je me remets dans le côté hyper scientifique de la biblio, de la synthèse, de la vulgarisation, en fait, et du coup, je me dis mais c'est trop génial, en fait. Mais c'est le cumul de tout, de switcher tout le temps intellectuellement, c'est quand même très compliqué. Après, si je l'ai fait, et puis je l'ai pas mal vécu, j'ai pas fait de burn-out, donc voilà. Mais je sais pas, je sais pas pourquoi je suis comme ça. Bonne question. Un côté grisant, en tout cas, quelque chose qui vient te stimuler. Ouais, sûrement. Ok. Alors, où est-ce qu'on en est là? Veto Job. La reprise en main. Donc là, il t'annonce, ok, Veto Job, ça peut pas rester un job board. On va le transformer. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? En fait, il me dit faut transformer l'essai, mais comme toujours, il me fait confiance. Il me dit dites-moi ce que vous avez envie d'en faire, en fait.
Donc, moi, je prends quand même une semaine de vacances entre les deux boulots. Et finalement, je reprends les rênes de Veto Job à temps plein en mai 2021. Et en fait, je mets à faire vraiment de la stratégie. C'est-à-dire que je lève le nez de l'opérationnel, puisque évidemment, ces dernières années, vu le temps que j'avais d'imparti, je faisais que de l'opérationnel. Je n'avais absolument pas le temps de faire autre chose. Et je commence à construire voilà ce que je veux en faire, sachant que dans le groupe, il y a des marques historiques qui restent en fait. VetLife n'existe plus, mais il y a des marques sur le pôle santé animale, vétérinaire et ASV, que sont VetoJob évidemment, mais que sont l'auxiliaire vétérinaire, donc ce magazine papier qui existe toujours aujourd'hui et que j'ai repris dans mon périmètre. Et il y a ce Vet School aussi, qui est un groupe Facebook qui végète un peu depuis le Covid à destination des étudiants. Et du coup, l'idée c'est quand même que je récupère tout ça, qu'on modernise tout ça et qu'on les inscrive en fait dans le contexte 2022. Donc je commence à bosser là-dessus en me disant bah voilà, qu'est-ce que dans ce média global je veux mettre, qu'est-ce qui a du sens, qu'est-ce qu'on fait de l'auxiliaire, on va avoir du print, du digital. Le podcast, ça fait des mois et des mois que ça me trottait dans la tête, que je rêvais de faire un podcast, donc je me dis il faut mettre du podcast dedans. Donc voilà, je construis je construis tout mon projet. Et puis bah voilà, je fais un business plan, je le pitch à mon associé qui me dit que voilà, OK, et qui dit ouais, moi je le sens bien, on fait ça comme ça, et qui me dit bah maintenant faut monter une équipe quoi. Donc je monte une équipe. Alors il y a des gens qui sont déjà dans l'entreprise et il y en a d'autres que je recrute. Donc voilà, et ça c'est en début d'année 2022. Et juste petite parenthèse, du coup cette équipe est exceptionnelle. Elles sont exceptionnelles les filles. Donc je sais qu'elles écouteront ce podcast. Donc merci Manu, Adeline et Stéphanie, parce que c'est la meilleure équipe du monde. Donc voilà, on est une core team de 4, dont 2 vétos. Et puis après, bah, c'est là où tout le fonctionnement du groupe prend son sens. C'est que, alors, je collabore aussi avec toi sur Veto Micro. Ça fait presque 3 vétos sur voilà, un des médias phares quand même de notre média global, de Thémavet. Et puis on a donc toutes les personnes qui travaillent au sein du groupe. Donc il y a Spiros qui fait le service client de VetoJob. Hein, les confrères et les consoeurs sont en relation régulièrement avec lui. On a aussi une autre consoeur qui s'appelle Annabelle qui vient d'arriver sur le pôle santé animale, mais plutôt sur la partie grand public. Et voilà, sur tout ce qui est filière équine, donc on a pour projet de développer des choses. Et puis on a de tous les interlocuteurs aussi dans les différents services. Donc tout le support technique de VetoJob, il est fait par quelqu'un qui s'appelle Adrien, qui est développeur. On a une graphiste qui rend tout ce qu'on fait très joli, qui s'appelle Fanny. On a Elodie qui fait toute notre comptabilité. Et puis après on a tous les gens qui m'accompagnent sur la partie stratégique, donc stratégie éditoriale, marketing, chef de projet dev, voilà. Donc quand même un paquet de gens, et tout ça c'est enclenché vraiment début 2022. VetoJob qui devient une vraie entreprise en fait, enfin, au sens propre du terme. Mais ah bah oui, complètement. Tu parles du contexte 2022. C'est quoi pour toi le contexte 2022 ? Ben en fait, nous on fait le constat qu'aujourd'hui la profession vétérinaire traverse une crise un peu sans précédent. Il n'y a pas que les problèmes de recrutement, mais qui sont déjà majeurs. Hein. C'est-à-dire que les cliniques n'arrivent plus à recruter de salariés. En tout cas, c'est très difficile. Et puis, il y a une modification des attentes, déjà de la société, et donc des attentes des jeunes, que ce soit vétérinaires ou ASV, qui arrivent sur le marché du travail. Le monde est en train de changer, tout bouge très vite. Voilà, ça me fait penser à ce que dit Charles-François Louf dans l'épisode 11. Il dit c'est un virage, mais comme on l'a jamais vécu. Donc ça se ressent très fortement. Et en fait, aujourd'hui, nous, ce qu'on veut proposer, c'est un média qui tient compte de tout ça et qui va, voilà, Thémavet, c'est un média omnicanal, digital et print de l'écosystème vétérinaire ASV. Donc ça, c'est important parce que dans le omnicanal, il y a du podcast et tout ça, c'est très 2022. Et ensuite, notre idée, c'est d'aborder surtout des thématiques d'expérience au travail avec une ligne éditoriale qui est optimiste, qui est engagée et qui est collaborative. Et ça, pour moi, c'est ça qui s'inscrit vraiment dans le contexte actuel. C'est qu'on propose une expérience média différente qui cadre avec ce qui est en train de se passer. Je sais pas si ça répond à ta question. Ouais, carrément.
J'en ai un peu des frissons parce que forcément on en a déjà discuté, mais clairement c'est ouais, j'en perds un peu mes mots en fait. Notre deadline, c'est le monde vétérinaire autrement. Voilà, ça dit pas mal de choses en fait. Qui est très loin de, c'est aujourd'hui ce qui est VetoJob. C'est pas du tout, j'imagine, ce que tu pensais quand t'as créé VetoJob. Ouais, à la fois c'est loin et à la fois c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que si on avait dû se diversifier, c'était en cabinet de recrutement par exemple. C'était la voie normale. Mais mon investisseur historique, c'est un groupe de presse. Donc en fait non, depuis le départ, VetoJob devait faire partie d'un tout avec du contenu éditorial. Sauf que le temps passant, ATC vivant, toutes les restructurations qu'ils ont vécues, ça a été mis de côté pendant plusieurs années, au point que j'en ai presque oublié ce truc-là. Donc en fait, c'est remis au goût du jour, mais c'était quand même la voie de développement vraiment. C'était dans notre ADN, clairement. Donc même si effectivement j'étais loin d'imaginer là tout ce qu'on allait lancer, créer, bien sûr, mais c'était quand même dans un coin de ma tête depuis 2014. Et de toute façon, c'était écrit sur ton test d'orientation. Ouais. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Alors j'ai envie de parler aussi de 2-3 choses qui sont forcément quand on a une vie comme la tienne, c'est toujours pro perso s'entremêle, mais je sais que tu t'intéresses beaucoup à tout ce qui est maternité, paternité. On a parlé de tes boulots, de tes enfants en bas âge, que c'était compliqué. Qu'est-ce que tu fais? Ils sont encore jeunes. Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu fais pour te reposer, te ressourcer? Comment t'as vécu tout cet amalgame de rôles en fait? Je galère comme tous les parents. Ouais, ça a été dur, mais en fait là on en sort un peu de cette période difficile. On a eu des enfants qui avaient des troubles du sommeil, donc concrètement j'ai pas dormi pendant 2 ans et demi et Guillaume encore moins. Donc comment on a fait? On s'est fait aider pas mal par l'entourage, la famille. On a deux familles qui nous ont énormément aidés et soutenus. Et puis on est très staffé à la maison aussi avec une nourrice et puis on a une jeune fille à la maison le soir qui fait les transitions. Donc on a petit à petit on s'est staffé parce qu'on sentait bien qu'on n'y arrivait plus, parce que Guillaume est associé dans une structure mixte. Il travaille énormément, voilà, il prend de plein fouet aussi le côté on n'arrive plus à recruter. Donc non, ça a été des années compliqué pour me ressourcer. Concrètement, je le faisais pas. Là, je commence seulement à reprendre un peu le sport. Je suis allée monter à cheval hier soir, j'avais pas fait depuis 4 ans parce que ça y est, ils dorment, ils grandissent. Mais ça a été une période, ça a été quand même un tunnel quoi, où tu t'oublies un petit peu en tant que personne quoi. Donc j'ai pas de tips parce qu'on a galéré vraiment. Ouais, mais c'est bien de le dire. Je pense que c'est bien de le dire. Et c'est ces difficultés que tu as rencontrées qui nourrissent aujourd'hui ton intérêt. Et on voit pas mal d'articles passer sur VetoJob, t'es ma vette maintenant. Oui, t'es ma vette maintenant. Ouais, voilà, va falloir s'habituer au changement de... Ouais, on a Astrid de Boissière qui nous écrit pas mal d'articles sur la parentalité. En fait, de toute façon, nous, dans notre ligne éditoriale, on veut parler des sujets dont on parle peu et sans tabou, évidemment. Donc, on citait tout à l'heure l'évolution des aspirations sociétales. On n'a pas cité, mais il y a aussi tout ce qui est égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes. Les sujets écologiques aussi. Mais en fait, il y a aussi la parentalité. Clairement pour moi je l'ai alors il y a mon appétence personnelle pour ce sujet, mais en fait quand j'ai fait des interviews écrites ou après là dans les podcasts que j'enregistre, ça revient mais tout le temps en fait sur des jeunes parents qui disent que ça a complètement transformé leur manière de pratiquer, que ça a remis en cause énormément de choses dans leur vision de leur profession. Donc en fait très vite j'ai compris que c'était pas que moi qui, parce que j'avais le nez dedans, avait un intérêt particulier pour le sujet là en ce moment, mais qu'en fait c'était un vrai sujet. Et du coup nos articles sur la parentalité, alors je crois qu'il y en a eu 3 de mémoire, là au moment où on enregistre, après il y en aura peut-être un peu plus au moment où l'épisode sera diffusé, mais voilà, c'est le quand le conjoint est pas vétérinaire, les modes de garde, qu'est-ce que c'est que cette matrescence qu'on vit au moment du premier enfant et qui va remettre en question des trucs qui n'étaient pas une question avant. Oui, c'est un vrai sujet pour les vétérinaires, surtout dans une profession qui se féminise, où aujourd'hui on a 75%
de jeunes femmes qui sortent des écoles. Donc ça, pour moi, c'est un sujet qui a toute sa place sur Thémavet. Comment tu la vois évoluer, la profession ? C'est une question difficile. Moi, je suis pas du tout pessimiste. Je pense que là, on est un peu au cœur du truc. C'est vrai que c'est assez compliqué parce que tout est tellement remis en question. Et c'est justement ça. En fait, on est dans une société là qui en ce moment remet les choses en question et du coup remet les choses en perspective. C'est-à-dire que plus rien n'est acquis. On déconstruit. C'est un peu l'idée. Donc voilà, on déconstruit les rapports au travail entre les associés et les salariés, entre les hommes et les femmes. On se pose des grosses questions sur la répartition du temps de travail par rapport à la vie personnelle. Voilà, tout est un peu remis en question. Du coup, il y a des prises de conscience qui sont assez violentes parce qu'en fait, il y a des fois, c'est plus facile quand on s'aperçoit pas des choses. Et puis à un moment, on lève le voile sur des sujets et là, on se dit mais waouh, en fait, ça y est, je me rends compte que ça, c'est pas normal. Donc, on va vivre toute cette période de transition et puis, la restructuration aussi du marché avec l'arrivée des chaînes de cliniques qui sont en train de structurer une grosse partie du marché. Donc, on est dans une phase de sable mouvant, en fait. Donc, c'est très compliqué à gérer pour tout le monde. Mais je pense qu'on va s'en sortir sans aucun problème parce que on est des gens intelligents, des gens pragmatiques et que on va détricoter, on va finir par faire du test and learn, encore du jargon de start-up et voilà, on teste des trucs, on se réajustera. En fait, je pense qu'on est en train de rentrer dans une ère un peu plus flexible. Les carrières changent, on reste plus au même endroit toute sa vie, voire même on fait un peu de pratique et puis on part en entreprise, en labo pharmaceutique par exemple, et on revient en pratique. C'est des choses qu'on voit aujourd'hui. Donc tout est en train de changer, mais on va trouver le bon modèle. Je pense qu'il n'y a pas de sujet. Espérons qu'on le trouve vite, parce que je sais qu'il y a des confrères qui sont moralement épuisés, quoi. Et puis le changement, c'est jamais confortable, hein. Ça, dans n'importe quelle situation, je pense. Non, la gestion du changement, c'est un vrai sujet. C'est effectivement, ouais, c'est pas confortable. Et les vétos, ils ont pas l'impression. Oui, on va pas dire que les vétos vont hyper bien. Il y a aussi la société qui change. Mais finalement, avec Thémavet, c'est de l'accompagnement au changement que vous faites. Quelque part, oui, tout à fait. Il y a un peu de ça, en fait. Peut-être, c'est un peu d'accompagnement au changement. En fait, nous, on a un peu l'ambition de redonner du sens à ce métier qui en a beaucoup, et d'essayer de réduire un peu le décalage entre image perçue et réalité de terrain, en fait. Que ce soit auprès du grand public, mais auprès aussi du jeune véto qui s'attend à quelque chose et puis qui arrive sur le terrain. Et oui, je pense que tout ça, c'est pour rendre le sourire à la profession, et bien évidemment, ça c'est évident. Alors, je l'avais dit, que je basculais sur quelques questions un peu plus sur ta vie perso. Évidemment, bien sûr, on rebascule inévitablement sur le veto, mais d'ailleurs, je serais intéressée si cette question-là t'arrive à rebasculer sur le veto. Tu me disais dans ta bio que t'étais fanat de chiner, de vieux meubles, etc. Ça t'est venu, c'est comment? Parce que tu m'as dit, oui, ton côté créatif, tu l'as découvert que plus tard. Est-ce que ça s'imbrique dans ton côté créatif, cette partie-là? Ah bah oui, complètement, ouais, complètement. Et c'est surtout la partie graphique. J'apprends à faire du graphisme chez VetoJob. Alors parfois c'est marrant, j'ouvre des vieux dossiers dans mon dossier VetoJob Old. Et j'ouvre des trucs. Je me dis qu'heureusement qu'on a une graphiste aujourd'hui quand même. Mais toujours est-il que je découvre ça par le biais du graphisme. J'adore ça. Et en fait après ça, je m'autorise à être quelqu'un de créatif et à me définir comme quelqu'un de créatif. Et du coup cette passion pour le beau, en fait. Mais j'ai vraiment une passion pour le beau, l'esthétique, et ça se traduit par le fait d'aménager. Par exemple, mon bureau, moi je peux pas travailler dans un truc moche. C'est horrible de dire ça comme ça parce que ça fait bizarre, mais j'ai besoin que ce soit cocooning, beau. Ça me permet de travailler dans de bonnes conditions, en fait. Pourquoi est-ce que tu penses que tu l'interdisais, ce côté créatif? Je sais pas, je me connaissais pas très bien. Je pense que j'étais complètement dans le côté hyper scientifique, rigoureux, parce que probablement les études qu'on fait qui sont en plus, je veux dire, j'ai eu le parcours un peu voie royale, lycée Henri IV, prépa, concours veto, Alfort. Je sais pas comment dire,
j'étais pas du genre qui allait sortir de ce truc-là, des sentiers battus. La créativité, ça faisait pas partie de. Et puis je sais pas dessiner, ça a été un vrai sujet en école veto. La natte, c'était pour moi terrible parce que je faisais un ovaire, il arrive au niveau du rein. Je sais pas dessiner et je sais pas, j'assimilais la créativité à savoir dessiner. J'avais pas compris que bah oui, c'est aussi aimer écrire, avoir un amour de l'art, de l'esthétique. Pour moi, j'étais vraiment je savais pas coudre, je savais pas faire des trucs de mes 10 doigts. C'était pas pour moi. Je sais pas pourquoi. Je pense que on apprend à se connaître aussi au fur et à mesure des années et au fil des expériences. Peut-être un peu dénigré aussi, hein, au niveau aussi d'une injonction sociétale, je pense. Beaucoup moins aujourd'hui, mais à notre époque, on était soit scientifique, soit artiste. Et si on était artiste, c'était artiste littéraire et c'était un peu le bas du panier. Mais ouais, mais de la même manière qu'on opposait effectivement scientifique et littéraire, en fait, c'est un peu la même chose, quoi. Et moi, je voulais surtout pas être littéraire puisque je voulais faire veto. Et d'ailleurs, à ce test d'orientation où elle me propose, elle me dit qu'elle m'aurait proposé Hippocane BL, je me dis mais je vais pas faire ça. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? Enfin voilà, ça me botte pas du tout. Alors donc voilà. Mais oui, t'as raison. C'est probablement aussi la société qui nous met un peu des trucs dans la tête. Puis tu mets un peu de temps avant de t'en sortir et de réussir à prendre du recul par rapport à tout ça. Clairement. Alors l'autre chose dont t'es fan, évidemment, c'est les podcasts. Avant même de commencer Veto Micro, hein, je pense que t'es, comme moi, une gourmande de podcasts, en dévore plein. Tu t'y es mise avec Veto Micro, hein. C'était une première pour toi. Moi, j'ai envie de te poser la question, comment tu les vis, ces podcasts, quand tu les prépares, t'enregistres, qu'est-ce que tu y retrouves, toi, personnellement? C'est génial, c'est génial comme expérience parce qu'en fait, tu rencontres des tas de consoeurs et de confrères, des gens, des humains, et en fait, tu parles avec eux de leur expérience, de leur vécu, donc c'est ultra enrichissant. C'est des super moments quand je vois dans mon emploi du temps les enregistrements de podcasts, ça fait partie des moments de travail que je préfère. C'est presque même pas du travail tellement c'est enrichissant. Donc voilà, c'est vraiment et puis c'est un projet qui a mûri petit à petit et qui je trouve très cohérent aujourd'hui d'essayer de démontrer qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire, que des difficultés il y en a mais que on peut les surmonter, qu'on peut compter les uns les autres aussi pour les surmonter. Donc non, j'espère que Veto Micro fera encore quelques saisons parce que c'est un super projet. J'ai fait beaucoup de gens que je connaissais. Je voulais commencer par des gens que je connaissais parce que c'était moins difficile. Puis là, je commence à interviewer des gens que je connais moins ou que je connais pas. Et voilà. Et la différence essentielle entre toi et moi, c'est que moi, je fais beaucoup de présentiel. J'aime bien être en face des gens. Alors, quand c'est pas loin de chez moi, évidemment. Et je commence seulement là de faire en distanciel. Et moi, je mets la visio en fait, la caméra. Et je dis ça pour nos auditeurs qui savent pas évidemment, mais là, on n'a pas de visuel en fait. Toi et moi, on se voit pas parce que tu enregistres tous tes podcasts sans caméra. Donc c'est marrant. C'est deux manières de faire différentes. Qu'est-ce que tu conseillerais à la jeune vétote fraîchement sortie d'école? J'aurais dû me douter quand même la poser cette question. Je pense que je me regarderais un peu avec un sourire amusé déjà, parce que à 25 ans, franchement, sortie d'école, je suis pétrie de certitude. Je crois que je sais tout, mais en fait, je sais rien. Mais comme beaucoup de jeunes. Voilà, je suis la bonne élève sur des rails, comme je le disais tout à l'heure. Je crois que mon avenir est tout tracé. Et je me dirais, lève la tête en fait, parce qu'il y a d'autres chemins à explorer, il y a d'autres routes, d'autres paysages, et surtout n'aie pas peur, parce que le bagage qu'on a en fait nous permet de tout apprendre. Ça c'est peut-être intéressant à dire aux jeunes vétos qui nous écoutent, c'est qu'en fait on peut tout apprendre et tout faire. On n'est jamais dans une impasse en fait. Notre diplôme il vaut de l'or, et je parle pas juste du bout de papier. Moi je me souviens que c'était un truc qui me stressait beaucoup là, ce fameux mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie là au moindre obstacle, est-ce que je vais rester en clinique, est-ce que je reviendrai un jour en clinique. Et en fait aujourd'hui cette question je me la pose plus du tout, c'est plus un sujet, parce que je me fiche complètement de savoir ce que je vais faire dans 3 ans, dans 5 ans. Puisqu'en fait aujourd'hui je sais que je peux faire un millier de trucs et même reprendre la pratique, hein. Enfin pourquoi pas, pour moi il y a rien qui est interdit aujourd'hui, et il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Ce podcast en est la preuve, donc voilà ce que je dirais. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais nous parler aujourd'hui?
Ouais, peut-être sur la partie entrepreneuriat, j'ai été quand même très entourée, notamment par mes parents qui ont un peu halluciné quand même quand quand je leur ai dit que je revenais à la maison pour monter un site de recrutement pour les vétérinaires, ou mon mari qui a suivi tout ça, qui a été là dans les moments difficiles. Donc l'entrepreneuriat, c'est une aventure qui est semée d'embûches et finalement être très soutenu, très entouré par des gens qui croient en vous en fait et qui pensent pas que c'est juste une lubie. C'est hyper important. Donc voilà, petit hommage et peut-être autre chose sur ce que ça m'a appris, c'est vraiment je vais le dire en anglais, tu me pardonneras mon accent, toi qui parles anglais couramment, mais c'est think out of the box. C'est vraiment il n'y a pas vraiment de traduction littérale en français, mais ça m'a appris à sortir de la pensée conventionnelle et voilà, être plus curieuse, à m'ouvrir l'esprit et à penser hors des sentiers battus. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et quand on est vétopraticien, qu'on a un peu la tête dans le guidon, dans l'opérationnel du quotidien, essayer de trouver un peu des moyens. Alors moi, je le fais beaucoup par le podcast et les lectures, mais de trouver le moyen de sortir de la pensée conventionnelle. Et d'ailleurs, il y a un super podcast pour ça qui s'appelle Méta de choc. Je sais pas si tu connais. Je connais pas du tout. De Elisabeth Fetty. Et c'est un podcast qui permet de développer son sens critique vraiment de manière... Enfin voilà, c'est vrai, il y a plein de sujets. Il y a des sujets notamment sur l'éducation positive, je crois, qui est hyper intéressant. Il y a 2 épisodes sur les HPI aussi qui sont très, très intéressants. Donc voilà, Méta de choc. Ok, on mettra en lien dans les commentaires. Et enfin, si des gens veulent te contacter, comment est-ce qu'ils peuvent faire? Eh ben, via LinkedIn. J'y vais pas tout le temps, mais j'y vais au moins une fois tous les 15 jours. Donc, un petit message sur LinkedIn. Pas de problème, je réponds. Parfait. Bon, mais Marine, on l'avait dit, hein 1h34, je pense, d'enregistrement. Ouais, les auditeurs qui sont encore là. Bravo. Bravo. Bah, je pense qu'ils seront encore là parce que franchement, moi, je me suis pas ennuyée. C'était passionnant. Je pense qu'on a balayé tout un tas de choses. Mais merci surtout à toi pour l'entretien et puis surtout pour tout ce que tu fais. Et je suis ravie de travailler à tes côtés. Donc voilà, merci. Ben moi aussi, ça tombe bien. Et puis c'est marrant parce que vraiment on en parlait en off juste avant de démarrer l'enregistrement, mais tu vois, d'avoir fait cet exercice, je vais reprendre ce que m'ont dit Hélène Villaroya et Sylvain Wawini quand je les ai enregistrés. C'est que c'est hyper marrant de se remémorer tout ce parcours et en fait, en le racontant, on se rend compte de la cohérence c'était vraiment du step by step, quoi. Il y a la next step et puis tout prend forme et tout est cohérent. Donc en fait, voilà. J'étais un peu stressée, mais en fait, c'est un exercice qui est super chouette. Et puis c'est bientôt ton tour, Sophie. On pense pas que je t'oublie. Je pense que la prochaine fois, on inverse les micros. Hein. Aïe. C'est toi qui passes de l'autre côté. Hein. Bon, bah super. En tout cas, merci à toi et puis merci à tous nos auditeurs. Et puis à très bientôt, du coup. Ouais, à bientôt Sophie. Salut. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis, à vos collègues, à tous les vétérinaires que ça peut intéresser et ou à lui laisser 5 étoiles. Ça aide vraiment ce podcast à se faire connaître et à se développer. Il me reste à vous souhaiter une très belle journée et surtout prenez soin de vous, de votre famille, de vos collègues et de vos patients.